Si vous êtes un professionnel de la gastronomie, vous connaissez forcément Métro. Métro s'engage en faveur de l'égalité en soutenant Girls in Food. Merci à eux. Métro. Elle ne le sait pas, mais l'histoire commence il y a presque 10 ans de cela, au Yamcha. Je découvre la cuisine d'Adeline Grattard et par la même occasion, une jeune sommelière passionnée et sûre d'elle. Pas le genre à intimider par sa technique et son savoir, plutôt de ceux qui veulent partager leur passion pour le vin en mettant à l'honneur ceux qui le font. Je suis bluffée. C'est ma première rencontre avec la sommelière Marine Delaporte. Elle n'a que 21 ans quand elle prend en charge la cave d'un restaurant étoilé. Ce qui pourrait être un accomplissement en soi. Mais pour Marine, c'est une porte d'entrée vers l'excellence, qui la pousse à travailler sans relâche pour apprendre, progresser, jusqu'à devenir aujourd'hui l'une des meilleures dans sa discipline. Grand classique ou petite pépite, tous ont leur place dans les accords mets et vins qu'elle propose. Et avec un menu de dégustation qui change tous les jours, c'est un challenge permanent pour la sommelière, mais aussi un terrain de jeu illimité. Si cet épisode vous plaît, je vous invite à laisser 5 étoiles et un commentaire dans l'appli Apple Podcast. Vous êtes prêts à passer à table ? Je suis Adeline Glibota et voici le portrait de Marine Delaporte dans Girls in Food. Bonjour Marine Delaporte. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Je m'appelle Marine Delaporte, je suis sommelière à Paris, dans un restaurant étoilé qui s'appelle Yamcha, rue Saint-Honoré, et ce depuis maintenant 8 ans et demi. Petit retour en arrière. Oui. Quelle était la place de la cuisine dans votre famille quand vous étiez enfant ? Alors, vous voulez la version officielle ou... Déjà nourricière. J'avais une maman qui était piètre cuisinière. Beaucoup de cramés, beaucoup de loupés, mais toujours beaucoup d'amour. En fait, c'est vrai que la nourriture chez nous, on aime tous manger, on est tous hyper gourmands. Ça a toujours été en simplicité, mais toujours à table, en famille, le moment de partage. Pas de coude sur la table, les nappes tissus, les serviettes tissus. Un certain cérémonial quand même. Oui, vous accordez de l'importance. Ça a toujours été qu'on mange des pâtes au beurre ou un super repas. De fête, ouais. Ça a toujours été un truc. On met la table avec les couverts qui vont bien. Enfin bon, ça c'est toujours. D'accord. Ouais. Vraiment. Une bonne culture familiale. Ouais, une bonne éducation surtout. Ouais. Après, toute la famille au sens large est comme ça. On est tous genre à 4000 à l'heure, il y avait l'école, il y avait les activités extrascolaires, il y avait tout ça, mais il y avait toujours ce moment dans la journée, au dîner, parce que le déjeuner, personne n'était là, où on se posait, on partageait, chacun expliquait sa journée, voilà. Ça, c'était le moment de repas chez nous. Ouais. Et justement, est-ce qu'il y avait un plat du dimanche particulier dans votre famille ? Alors, les dimanches où il y avait des sous... parce que moi, ma famille, mes parents, un milieu très 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 modeste. Les dimanches où il y avait des sous, on avait le poulet rôti frites, le super rôti de bœuf, ou alors même la seule belle spécialité que ma mère savait faire, qui était la cotrillade bretonne, parce que moi je suis bretonne. Je connais pas. En fait, vous voyez ce que c'est une bouillabaisse ? Tout à fait. Bon, et ben c'est une bouillabaisse bretonne. Avec des poissons d'Atlantique, des crustacés. D'accord. Voilà. Alors là, c'était vraiment dimanche de fête. Non seulement parce que c'était long à faire, parce qu'il y avait beaucoup de préparation, que c'était coûteux. Enfin voilà. Ouais, et puis après, les dimanches un peu plus justes, les dimanches un peu plus moroses, mais toujours en famille, ça c'est sûr. Il y avait un grand truc, c'était le petit déjeuner, le brunch en fait, quoi. D'accord. On faisait des gaufres. Des crêpes, des confitures, ouais. Mais toujours. C'est pas commun ça en fait, d'avoir fait finalement un genre de brunch. Ben en fait, je pense que ça a été la solution intelligente trouvée par mes parents, le petit palliatif. Ouais, mais c'est chouette. Au fin de mois, ouais, un peu difficile où il fallait faire attention. Ça coûtait rien de faire des crêpes, ça coûtait rien de faire des gaufres, mais ça faisait plaisir à tout le monde. C'est ça, c'est chaleureux, c'est. Exactement. Ouais. Moi, j'habitais plein cœur Bretagne. On était entouré de fermes. Donc, on avait le lait de l'agriculteur d'à côté, les œufs. Ouais, donc les bons produits, quoi. Les bons produits. Ouais. Et puis voilà, accessible, pas cher. Donc ça, c'était la petite solution cachée et bien maline pour passer des super dimanches. Ouais. Ok. Ouais.
Est-ce qu'il y a un métier qui vous faisait rêver, petite? Ouais, alors vous allez vous foutre de moi. Franchement, ceux qui vont écouter notre conversation vont être morts de rire. Oui, il y en avait deux, très opposés. Un surtout danseuse étoile. Ok. Ouais, j'ai fait énormément de danse classique. Ok. Et puis petite fille. Ça, c'était vraiment le premier, la ballerine. Ouais. Bon, vous vous rendez vite compte que il faut être dans l'excellence et puis il faut surtout pas avoir de problème de dos, etc. Ce qui a été mon cas. Et puis deuxième métier, je voulais être sapeur-pompier de Paris. Ah, d'accord. Ouais, rien à voir. En fait, collège, j'avais beaucoup de copains et que de copines. Ouais. Et donc les conversations, etc., les centres d'intérêt de chacun étaient quand même plus sur des professions très masculines et tout. Peut-être un peu pour rentrer dans leur moule, et puis aussi parce que mon parrain a été sapeur-pompier de Paris, directeur de caserne, etc. Ah ouais. Donc j'ai toujours vous aviez un modèle quand même. Ouais, il y avait un modèle. Voilà. Il y avait un modèle et ça m'avait toujours, jusqu'à ce que je rencontre vraiment la fibre, ça on en parlera après, ouais. Mais ouais, ça a été ça. Ça a été Okay. danseuse étoile, et puis d'un seul coup, collège, beaucoup de copains, sapeur-pompier, cherchez pas. Et au final, votre tout premier job, qu'est-ce que ça a été? Babysitting, Ouais. comme beaucoup, je pense. Ouais. Babysitting dans le quartier, des petits, vraiment des petits, des bébés, ça je m'en souviendrai toujours. Et puis après, ça devait être en 4e, ma première ou deuxième, 4e, parce que bon, ça a été épique le collège. J'ai travaillé dans une pizzeria. Et je faisais un truc que maintenant on pourrait plus faire pour tout ce qui est législation, loi, machin. Je travaillais derrière le bar. J'avais 14 ans. Non, mais le mec était complètement libéré, un peu fou. Et il m'avait mis derrière le bar. C'est une pizzeria où on allait souvent manger avec mes parents. Et il fallait faire les verres derrière le bar, préparer les kirs, les apéros, les machins. Et il y avait toujours eu un bon feeling avec le patron de cette pizzeria. Et un jour, il m'a dit, voilà, je cherche du monde pour le week-end, surtout le samedi soir, se faire un peu de sous. Et je trouvais ça cool. C'était marrant, je partais toujours avec ma pizza à la maison, ouais. Je me faisais mes petits sous. Ouais, ça a été les premiers jobs, ça. D'ailleurs, c'est le premier contact aussi avec la clientèle. Premier contact avec la restauration. Ouais, c'est intéressant. Intéressant. Ouais. Intéressant parce que j'y repense aujourd'hui. C'est pas anodin. L'adrénaline de cette pizzeria qui brassait, je sais pas, ça devait brasser 150 couverts par service. Ouais. Ce côté punchy, ouais, ça me plaisait bien. Je pense que ouais. J'y ai pas repensé. Enfin, moi, j'y ai pas repensé à ça, mais ouais, ça doit faire partie de l'histoire. Ouais, c'est sûr. Et justement, à quel moment vous avez franchi ce pas de vous dire, je vais travailler dans le milieu de la restauration? Oula. Est-ce qu'il y avait donc on le voit, vous avez quand même vous aviez accès à des bons produits, des produits voilà qui aujourd'hui me font rêver bien des citadins, les produits de la ferme. Et pourtant pour nous c'était tellement ça c'était peut-être banal, voilà, mais normal d'aller chercher le lait, les œufs, la petite mamie d'à côté qui avait son potager, son machin. Aujourd'hui, nous Parisiens, on paye des paniers une fortune pour ça. Enfin, exactement. Mais alors l'idée de rentrer dans la restauration, je vais être très sincère, au collège, j'étais une élève catastrophique. Non seulement les études m'intéressaient pas, j'étais un peu un clown en classe. Mais carrément. Le collège a été en plus une période très difficile de ma vie parce que ma maman était gravement malade, j'ai pris le relais à la maison, je m'occupais aussi bien de mon père, de ma sœur, c'était très compliqué, je menais de front la danse classique, il y avait tellement de choses. Et le collège était devenu un exutoire de la connerie intense. Je faisais n'importe quoi. Je bossais pas, j'étais un peu perdue, ouais. Un peu perdue, et puis j'ai redoublé ma 4e, je suis arrivée en 3e, et là en 3e, on me fait clairement comprendre que aller continuer dans un enseignement dit classique, seconde, c'était pas pour moi. Et la question, quoi, qu'est-ce qu'on fait
Et donc je travaillais toujours dans cette pizzeria. Je pense que voilà, ça aussi, ça a mis un peu le pied à l'étrier. Et puis j'avais vu un reportage à l'époque sur Paul Bocuse. Paul Bocuse, ça parlait aussi d'Escoffier, enfin ça parlait de plein de grands chefs. Et puis ça parlait de sommelier, et j'avais trouvé ça très classe, très intéressant. Je me souviens de ce reportage, faudrait que je le retrouve, ça me ferait marrer d'ailleurs. Et puis je sais pas, j'ai dit à mes parents, je vais faire un lycée hôtelier. Alors là, ils se sont dit ok, lycée hôtelier, alors qu'elle a aucune rigueur. Je pense qu'elle sait pas dans quoi elle s'embarque. Ils ont tout fait pour m'en dissuader, à me dire attention, c'est des vies difficiles, beaucoup d'horaires, ça peut être un peu ingrat, etc. Machin. Et puis je sais pas, j'étais butée là-dessus, et à l'époque il y avait 2 grands lycées qui se démarquaient en Bretagne, qui étaient le lycée de Saint-Main-le-Grand, un lycée privé, et puis le lycée hôtelier de Dinard, à côté de Saint-Malo, où il fallait rentrer sur dossier, etc. Et puis je sais pas ce qui s'est passé, parce que c'est pas mon dossier qui a joué en ma faveur, hein, mais peut-être plus l'entretien que j'ai eu à l'époque avec le directeur, et je suis rentrée au lycée hôtelier. Et ça déjà c'était dingue pour mes parents. Victoire. Non mais c'était une victoire, c'était fou parce que mes parents se disaient bon ok, elle va passer l'entretien au lycée hôtelier. Mais j'avais une grande goule, donc je sais pas je sais plus ce que j'ai pu dire à cet entretien, et c'est passé. Donc arrivé au lycée hôtelier, dur parce que Mais du coup vous étiez interne ou alors la première année j'étais interne, ouais. Et c'était plutôt pratique déjà. Plutôt chouette parce que vous êtes en dortoir avec toutes les copines, enfin vous voyez bien le truc. Mais première prise de connaissance, première rencontre avec la rigueur, qui est un point extrêmement important dans notre profession. Absolument. De par le tailleur jupe, le chignon tous les jours, finement maquillé, les talons compensés, les mains bien faites. Enfin, vous voyez, les hommes, tout le monde était les garçons étaient en costume cravate, chaussures cirées. Enfin, ça a été le premier point. Et en fait, ça m'a plu. Ça m'a plu. Je suis tout de suite rentrée dans le moule. Et dès les premiers cours, en fait, c'était parti. Ouais. C'est vrai. C'était une révélation. Et donc vous faites, voilà, vous passez donc par le lycée hôtelier de Dinard. Donc là, c'est ce dont vous nous avez parlé. Là, vous obtenez un diplôme généraliste dans les métiers de salle. Alors à l'époque, je suis pas vieille, mais ça faisait encore BEP Bac Pro. Ouais. Donc il y avait 2 ans de BEP, 2 ans de Bac Pro. Aujourd'hui, maintenant, ils sont en 3 ans Bac Pro. Oui, c'est ça. Les 2 premières années de BEP étaient plutôt générales sur les métiers cuisine, salle, pâtisserie, etc. Et puis le Bac Pro, il fallait se spécialiser aussi. Dans une des disciplines. Exactement, ouais. Et en fait, pour moi, c'est tombé sous le sens tout de suite que ça allait être la salle. Pas la sommellerie tout de suite. Ouais. Quoique, j'ai eu la chance de rencontrer 2 profs exceptionnels. 3 profs exceptionnels. Un en cuisine, mais Fabrice Lebret, que j'adore. Et puis surtout, la salle, Valérie Le Tournel. Extraordinaire. Petit bout de femme... passionnée, des profs comme on devrait plus en voir d'ailleurs, je pense, et Christian Stévanin, qui était une des grandes stars du lycée hôtelier de Dinard, qui était le prof de sommellerie, qui a formé beaucoup de grands dans la profession, un poète, quelqu'un de complètement farfelu, dingue, mais génial. Et ouais, ça a matché tout de suite. Et justement, donc là, vous étiez clairement orienté vers les métiers de la salle. Ouais. Ensuite, vous venez à Paris pour poursuivre votre formation. Ouais. Là, c'était pour vous spécialiser en sommellerie ou c'était toujours dans la droite lignée des Non, métiers alors de là, arrivé à Paris, c'était clairement pour la sommellerie. Bon, il y a eu un marqueur quand même. Vous savez, on fait toujours des stages pendant les lycées hôteliers, tout ça. Et moi, j'ai eu la chance d'être toujours bien placée. Et c'est surtout que en 3e année, j'ai émis le souhait, parce qu'en 3e année, la sommellerie commençait un peu à me chatouiller. De par Monsieur Stévanin, de par mon intérêt pour les cours d'œnologie, etc. Et j'ai émis le souhait de venir faire un stage à Paris, au Georges V.
D'accord. au 5. Mhm. À l'époque où on n'envoyait pas de stagiaires bretons sur la place parisienne pour des soucis logistiques, etc. À l'époque où il y avait une femme en brigade au 5. Ouais. Et à l'époque où... à l'époque, pourtant ça fait pas si longtemps que ça. Non. Et Monsieur Stévanin m'a beaucoup aidé là-dessus. Et là, ça a été un premier vrai... Enfin, ça a été le déclic. Hein. Ouais. Puis un accélérateur, je suppose. Un accélérateur. Et puis ça a été... Vous êtes déjà allé au 5 ? Non. Bon, le 5, c'est quand vous arrivez de votre petite province, ça vous fait tout drôle parce que c'est quand même une salle de restaurant époustouflante, haute de plafond, des dorures, le luxe extrême. Et vous arrivez dans une énorme brigade, il y a beaucoup d'hommes, enfin quasiment que ça. Et c'est la première fois que je voyais une vraie brigade de sommellerie. C'est-à-dire qu'à l'époque... oui, c'est ça, ils étaient... ils étaient une équipe. déjà 8 ou... Très beau, costume 3 pièces, la grappe en or. Déjà, ça m'avait un peu... Et puis la cave du 5 est quand même une des plus belles caves du monde. Et tout de suite, j'ai eu la chance de me lier d'amitié avec 2 des sommeliers de la brigade, Florent et Mickaël, et qui m'ont pris un peu sourd. Parce que moi, je faisais un stage de salle et non de sommellerie. Mais je finissais toujours la journée dans l'office des sommeliers où ils me faisaient goûter plein de choses. Et donc, j'ai eu la chance qu'ils me prennent un peu sous leurs ailes, qu'on fasse quelques soirées ensemble, que je découvre un peu tout leur monde. Et ouais, là, il y a eu un déclic. Donc, retour en Bretagne. Je voulais faire une mention complémentaire sommellerie à Dinard, sauf que Monsieur Stévanin partait en retraite. Et c'est lui qui m'a dit, il y a une très bonne école à Paris, qui est le lycée privé Albert Demain. Oui. Il faut que tu montes faire ta mention complémentaire à Paris, parce qu'en plus, tu auras accès à plus de dégustations, tout ça. Ça bouge quand même, enfin, ça bouge plus en tout cas qu'à Dinard. Oui. Et voilà, arrivé à Paris en 2011. Donc là, vous faites votre mention complémentaire. Oui. Vous avez quoi comme expérience justement dans quels établissements vous continuez à faire des stages? Des stages. Alors, ma dernière année à Dinard, j'ai eu la chance de faire un stage avec William Ledeuil au The Kitchen Gallery. Oui. Et ça a tellement bien matché que quand je suis arrivée à Paris, le chef m'a proposé de faire des extras quasiment tous les soirs, les week-ends, parce que il fallait se nourrir et surtout se loger. Oui, bien sûr. Donc là, j'y ai travaillé toute l'année, ce qui m'a permis aussi de commencer à avoir un réseau, de se sensibiliser à cette place parisienne qui est pas évidente quand vous arrivez, qui est très dure à... Et puis les stages, il y a eu un stage dans le vignoble, évidemment, dans la Loire, Clos Rousselis, un stage de vinif. Après, il y a eu un stage en cave chez Thomas Noël, qui a la maison des millésimes, boulevard Saint-Germain. Et puis l'arpège. Ouais. Et là, l'arpège, super moment. Super moment. À l'époque, c'était Geller Robert, le chef sommelier, qui est un chef sommelier génial, qui a été très avenant, très patient. Non, super contact. Et puis beaucoup de voyages vignobles. Ouais. Mais ça, dans le cadre de votre formation ou en plus, parce que parce qu'on était de votre initiative. Voilà, de l'initiative d'un groupe classe qui était exceptionnel, qui était très motivé. On avait tous très envie et donc on s'organisait ensemble des départs dans le vignoble. On avait vraiment. C'est génial. Ça. Ouais, ça c'est. Ça se perd un petit peu, mais oui, nous on avait cette motivation-là et donc on partait beaucoup. Et puis j'ai eu mon diplôme. Je suis rentrée à l'Arpège dans un premier temps. Oui. Et puis à l'époque, c'était pas la restauration que je voulais faire. C'est pas que c'était trop dur, mais c'était pas l'ambiance que je voulais côtoyer tout de suite. Donc voilà. Donc après, justement, on y vient. C'était parce que très vite, en fait, vous avez commencé à travailler au Yamcha. Ouais. Adeline a ouvert en mars 2009. Moi, je suis arrivée en septembre 2012. Et tout ça parce qu'à l'époque, elle avait une chef sommelière déjà qui s'appelait Sarah Baudianu, qui était sur le départ et qui cherchait quelqu'un pour la remplacer, quelqu'un qui pouvait correspondre à la maison, parce que c'est vrai qu'Adeline, elle fonctionne beaucoup au feeling, beaucoup à l'humain. Et puis Sarah a eu connaissance que j'étais partie de l'Arpège par une connaissance interposée. Elle m'a dit, voilà, tu veux pas rencontrer Adeline Grattard? Alors, c'était très drôle parce que
Moi qui avais tellement essayé d'avoir une réservation au Yamcha et qui n'avait pas réussi, je m'étais dit ce restaurant c'est impossible. C'est vrai qu'à l'époque c'était un mouchoir de poche. C'est vrai, c'était l'ancienne version du restaurant. Et donc c'était début septembre, je rencontre Adeline qui était toujours sur le grill à fond. Et en fait elle m'a fait confiance. Elle m'a dit, je me souviendrai toujours, elle m'a dit je vous recontacte. J'avais 21 ans. Je vous recontacte et puis 3 jours après, j'étais en train de faire mes courses quelque part. Et puis il y a Adeline Grattard qui m'appelle et qui me dit si vous le voulez toujours, le poste est pour vous. Et j'ai hurlé dans le magasin. Et je savais pas trop dans quoi je m'embarquais. Alors c'est vrai que ça a été difficile au début. Vous avez 21 ans, vous avez jamais acheté de vin pour un restaurant, en plus étoilé, restaurant qui avait vraiment le vent en poupe, avec déjà une clientèle habituée marquée. Donc les 2 premières années, ça a été costaud. Ça a été costaud parce qu'en plus il y avait cette notion d'accord mai-été. Il fallait aussi s'imposer dans son style d'accord mai et vin sur une cuisine qui est quand même très singulière, très particulière. Moi, des saveurs que je connaissais pas du tout, parce que vous imaginez bien quand même que le gingembre, soja, ail, piment du fin fond du Morbihan, c'était pas trop le délire. Donc ça a été dur. Puis suivre le rythme d'Adeline aussi, qui est toujours à fond. Se faire accepter des habitués. Et puis se faire accepter quand vous avez 21 ans. Que ça, c'est un à l'époque, aussi pour une femme, j'étais un petit moustique dans mon costume un peu perdu. Et puis voilà, et puis on s'est liés après avec Adeline et j'ai mieux compris sa cuisine et je me suis fait accepter des clients et puis il y a eu tellement de projets après pour Yamcha, et voilà, et ça fait 8 ans et demi que ça dure. Et justement, au cours de ces 8 années et demie qui se sont écoulées, comment est-ce que votre poste a évolué ? Déjà à la base on était Chiwa, moi, qui est le mari d'Adeline, qui est au thé, voilà. Il y avait une personne, il y avait un maître d'hôtel, directeur de salle, et moi. On était 3 en salle. Donc voilà. Aujourd'hui, on est 5 voire 6 en salle. J'étais toute seule en sommellerie. Et puis on se cherche dans son style d'accord mais vins, dans les vins qu'on aime, dans comment on achète. Et puis ça a évolué parce que j'ai appris à me faire un peu plus confiance. J'ai appris à travailler avec Adeline et avec sa cuisine aussi. Et j'ai appris à acheter parce que ça s'apprend. Ça s'apprend. J'ai appris à prendre en épaule, en crédibilité auprès des agents, des vignerons avec lesquels on travaille. Donc plus ça va dans les années, plus on devient à l'aise aussi. On s'affirme un peu plus. Et ensuite, on a fermé ce que nous on appelle Petit Yamcha, mais on a fermé Yamcha rue Sauval, on l'a transformé en boutique. Bon, il y a eu de périodes avec Chef où on vendait des brioches toutes les deux derrière la vitre, c'était assez cool. Et après, on a ouvert Yamcha rue Saint-Honoré, l'équipe s'est agrandie. Plus de place pour travailler, plus confortable, une nouvelle verrerie plus fragile, plus élégante, des équipements autres, donc votre sommellerie consciemment elle change aussi parce que elle monte quelque part aussi un petit peu, elle monte en gamme, elle monte en pas. Avant c'est vrai que Sauval on était un peu étriqué, donc votre façon de vous déplacer, d'aborder les gens, de vous poser dans la salle de restaurant est pas la même parce que aujourd'hui on a de la place avec les garçons. Parfois on nous appelle les danseuses parce que c'est un ballet. Parce que c'est un ballet. Enfin, vous le savez, vous êtes venus manger au Yamcha. En plus on a une équipe qui travaille ensemble depuis longtemps, donc ça se sent. Ça se sent dans les déplacements, etc. Donc la sommellerie, elle a évolué là-dessus. Elle a évolué parce que mes goûts ont évolué. Il y a des vins que j'aimais il y a 5 ans et que un peu moins aujourd'hui. Enfin, c'est comme la cuisine, hein. Bien sûr. Voilà. Et puis le palais s'affirme, s'affine. Change. Les goûts changent, en fait. Change. Surtout quand... rien de féministe là-dedans, hein, mais surtout que moi, j'approche de la trentaine et on se rend compte qu'une femme, quand elle... je sais pas si c'est une question d'hormones, de quoi, mais... il y a vraiment des marqueurs de goût. Il y a vraiment ça évolue. Ça c'est la première fois que j'en entends parler. En fait, je me rends compte que
Je sais pas, l'approche, la sensibilité est différente que celle d'un homme, évidemment. Okay. Quand on goûte du vin, c'est marrant, moi je goûte beaucoup avec les garçons, évidemment. On arrive au même résultat, mais on passe pas par les mêmes chemins. Ah d'accord, ok. Et je sais pas, je sens que sur les 10 dernières années, il y a eu beaucoup de changements dans mes goûts. Alors est-ce que c'est parce que je suis une femme, parce que je sais pas, mais ça a été assez marqueur. Et puis ma sommellerie a aussi évolué parce qu'on a fait rentrer des commis sommeliers, une assistante aujourd'hui. Donc on crée quelque chose de... On travaille plus toute seule. Ça, non, vous gérez une équipe en fait. Ouais, une équipe. Non, mais on transmet. C'est ça. Ouais. On commence à transmettre. Vous formez. Et c'est hyper intéressant. Parce que c'est notre facette du métier. C'est notre facette du métier, mais il faut savoir transmettre et libérer un peu tout moi j'ai l'impression parfois qu'il y a plein de tiroirs là-haut et qu'il y a moi qui ai les clés. Ouais. Sauf que maintenant les personnes qui veulent travailler avec moi et qui veulent tout ce que je peux leur donner, il faut aussi leur donner des clés. Ouais. Alors c'est une autre façon de travailler. Non mais c'est fou. Moi c'était ma cave. Il y avait que moi qui savais comment c'était rangé, etc. Alors les garçons rigoleraient quand ils vont entendre ça parce que pour eux c'est une organisation qui est pas logique mais qui est mal logique. Ouais. Et quand vous faites rentrer quelqu'un qui travaille à vos côtés vraiment, faut partager ça. Faut partager, faut réorganiser, faut mettre un peu plus d'ordre, et lui faire comprendre surtout votre fibre. Et puis pour moi, ce qui a le plus évolué dans ma sommellerie, c'est les accords mets et vins. Ça a été qui sont un des grands aussi points forts du Yamcha. Qui est c'est l'autre facette en fait des accords mai et été, pour lequel le Yamcha est réputé et a été vraiment un des premiers sur ce genre de formule. Totalement. Donc ça c'est vraiment maintenant le Yamcha c'est également vos accords. Moi c'est quelque chose que je peinais à faire par manque d'expérience, par manque de connaissance des produits, etc. Et je trouve quand même que depuis 3 ans, je sais pas, il y a eu des clics ou je sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu une libération dans les accords mets et vins, moins de standards, moins de trucs fédérateurs, le but est pas de choquer les gens, mais de les sortir de leur zone de confort, leur faire goûter des choses qu'ils n'achèteraient pas eux-mêmes, qu'ils n'auraient pas. On joue beaucoup avec les oxydatifs. Les vins oxydatifs avec les vins fortifiés, Porto, Jerez, Madère, vous savez. On joue beaucoup avec les sucres, beaucoup avec les eaux amères. En fait, la cuisine d'Adeline, elle est tellement marquée en goût, elle est tellement spontanée, tellement vive, c'est une vraie cuisine d'auteur. C'est ça. Mais elle est très marquée. Instinctive. Elle est très marquée sur l'ail, le piment, le soja, le gingembre. Que si en face vous en voyez pas un peu aussi, ça marche pas. C'est ça. Et on peut pas faire quelque chose de trop consensuel. Et puis c'est pas ça qu'on vient chercher à Yamcha, c'est-à-dire que Yamcha, les gens ils viennent pour se nourrir évidemment, mais pour être surpris, pour sortir un peu pour une expérience. Expérience. Et puis les accords mets et vins ne doivent pas être seulement une proposition commerciale. C'est un peu ce que je reproche parfois. Faut faire un accord mets et vins pour faire un accord mets et vins, non. Tu fais un accord mets et vins si t'as envie, si ça te fait vibrer, si tu maîtrises un peu la chose. Il faut y avoir réfléchi, il faut que ce soit une... Nous, on va quand même beaucoup au restaurant aussi. C'est un peu notre kryptonite, on travaille aussi pour ça. C'est très rare on est 2 sommeliers à la maison. C'est très rare qu'on prenne les accords mets et vins dans un restaurant. Pourquoi ? Parce qu'on a peur de justement ce truc un peu bateau de la proposition commerciale où on va toujours boire les mêmes appellations, les mêmes vins, voilà. La facilité en fait. La facilité, ça plaît au plus grand nombre. Ouais. C'est fédérateur, c'est consensuel, mais je pense qu'à Yamcha, avec la cuisine d'Adeline surtout, vous pouvez pas vous permettre d'avoir un accord trop lisse parce que sa cuisine elle l'est pas. Les gens ils viennent pour une expérience, ils viennent pour le change, se faire bousculer un petit peu, c'est-à-dire que dans les goûts, dans le cadre, dans l'approche, déjà l'accord mets-été c'est pas banal non plus, donc tout ça fait que en fait on est un peu libéré des carcans. C'est la force aussi de la maison, c'est qu'il y a pas de carcan, il y a pas de règles à respecter proprement dites.
on peut être très auteur. Et puis la confiance de chef aussi, c'est-à-dire que maintenant ça fait longtemps qu'on travaille ensemble, mais je suis très libre là-dessus. Et faut s'amuser, faut que ça reste un jeu. Il faut que ça soit bien fait, évidemment. Il faut emmener les gens. Il y a des confrères que j'adore, leur travail, leur personnalité, ou quand on arrive dans leur restaurant, là je sais que je vais me laisser faire parce qu'on est dans le même mood en fait. Mais ils vous emmènent en fait un peu. Il faut emmener les gens. Mais c'est ce que je trouve vous arrivez extrêmement bien à faire, c'est que vous nous emmenez avec vous dans presque un voyage initiatique. Voilà, vous parlez des vignerons, vous parlez des vins, on voyage à vos côtés. En soi, c'est pas compliqué de servir du vin. Enfin, tout le monde sait ouvrir une bouteille de vin, poser des verres sur une table. Ce qui est le plus compliqué, c'est d'expliquer, de mettre en avant le travail d'un vigneron, l'importance d'un terroir, des techniques de vinification, et surtout d'accompagner de la cuisine. Oui, bonjour, voilà, je vous présente une bouteille de Sancerre, ça vous plaît? Oui, très bien, merci, au revoir. Non, il n'y a pas d'épanouissement à faire ça, enfin, c'est pas... Après, les accords mets vins, c'est une sensibilité, il y a des sommeliers, moi je connais des copains, des confrères qui ont moins cette sensibilité de l'accord mets vins, ou veulent pas forcément rentrer là-dedans, sont des excellents sommeliers, mais ça tarde sur autre chose, donc... En tout cas, nous, ça nous fait plaisir à Yamcha de faire ça, parce que c'est vivant, vous le savez, parce que vous êtes venus plusieurs fois, mais la cuisine de chef, elle est perpétuellement en mouvement, le menu, il change tous les jours. Donc, on n'est jamais dans l'accord mets et vin bloqué sur un mois, une saison. Ça change tout le temps, donc... Ouais, on peut s'amuser, en fait, aussi. On s'amuse, quoi, ça bouscule, ça fait aussi... Ça permet de faire travailler beaucoup de gens, beaucoup de vignerons, de faire tourner les références, de faire tourner les pays, etc. Donc, enfin, il y en a qui nous prennent pour des folles. Hein. Non, mais je vais vous dire, parce que... je pense que c'est un travail, un boulot de dingue en arrière-plan pour obtenir ce résultat-là aussi. Boulot de dingue, oui, mais non, mais c'est surtout une question de... Adeline, elle le dit, de prise de risque, de rester dans le feu, quoi. De pas se reposer sur la facilité ou sur les... Il y a des confrères, on a souvent la discussion la dernière fois, qui disaient, mais Adeline, toi, enfin, Yamcha, vous êtes une maison un peu folle, vous changez le menu tout le temps, elle change le menu tout le temps, tu changes d'accords mets et vins tout le temps, vous êtes pas trop dans la sécurité. Bah non, on n'est pas forcément dans la sécurité, mais c'est ça aussi qui nous plaît, le fait de... Ça reste spontané. Adeline, elle parle beaucoup de spontanéité, elle a raison. Donc, même dans le fait de comment aborder les gens, comment on reçoit les gens, on reste honnête. Ouais. Je sais pas, il y a un truc assez vrai, quoi. Ouais. Mais ça se ressent. C'est super. Et, est-ce qu'il y a eu une rencontre décisive dans votre vie? Donc, vous nous avez parlé de vos profs. Ouais. Mais est-ce qu'il y a eu une autre rencontre ou plusieurs rencontres que vous souhaiteriez évoquer, qui ont changé un peu le cours de votre vie, ou en tout cas votre vision des choses? Bon, Adeline, évidemment, hein, ça c'est sûr, d'un point de vue professionnel. Ouais, ça c'est clair. Bon, ma mère, dans sa combativité, dans son... Je ne jamais rien lâcher, etc. Enfin bon, c'est quelqu'un qui a été très longuement malade, mais qui a toujours... ça a été vraiment la gagne. Mon grand-père, qui est une force de la nature, 94 ans, pleine forme, fou amoureux du bien manger, bien boire, et homme de lettres, architecte, un puits de science. Et puis, Marie-Agnès Gillot. Ah! Ouais, qui est une danseuse étoile. Ouais. Qui est une grande dame, Marie-Agnès Gillot, qui était pas taillée non plus pour le poste, hein, parce qu'elle est quand même très carrée, très grande. Très grande. Et j'ai eu la chance de la rencontrer plusieurs fois. Et dans un milieu qui est aussi dur que le nôtre, si ce n'est pas plus. Oui. Sa rage, sa détermination, sa grâce évidemment, mais sa technicité, ça c'est sûr, mais elle volait au-dessus de tout le monde, en fait. C'était fou, Elle m'a beaucoup impressionnée. Beaucoup. Marine, avant de passer à la deuxième partie de l'interview, est-ce qu'il y a un projet ou une actualité que vous souhaiteriez partager avec nous, que ce soit au Yamcha ou en dehors?
En ce moment... En ce moment, c'est pas facile. Bon, voilà, en ce moment, déjà, on aimerait bien retrouver notre restaurant. Et refaire des accords mévins. Ouais, j'ai l'impression que j'en saurais plus faire. L'année Covid, l'année Covid qui est pas terminée, mais l'année Covid, dans notre métier de fou un peu, là, toujours à 2000 à l'heure, d'un point de vue très personnel, m'a fait prendre conscience qu'il fallait pas lâcher les siens. Parce qu'on procrastine beaucoup, parce qu'on est très pris professionnellement. Oui. Puis ça s'arrête jamais, parce qu'il y a le restaurant la semaine, il y a le vignoble le week-end, on est invité tout le temps à droite à gauche. Et sur une année où tout s'est pas arrêté, mais où il y a eu du temps et où j'avais plus d'excuses pour ne pas consacrer du temps à certains de mes proches, je me suis rendu compte que c'est pas qu'il y avait eu du mal de fait, mais c'était éloigné un peu. Ouais. Et ça a été une prise de conscience. Et puis d'un point de vue professionnel, vous le savez, j'ai fait des concours quand j'étais au lycée hôtelier, que j'ai pas du tout, mais le fait de faire partie de l'équipe d'entraînement depuis quelques années de candidats au mondial, à l'Europe en ce moment, même aux France, ça fait réfléchir. Je sais pas. C'est ça. Ça tombe bien parce que c'était une de mes questions. Ça fait réfléchir. Je pense que des concours comme le meilleur ouvrier de France, dans les 5-6 années à venir, ce serait chouette qu'il y ait une autre femme. Oui, puisque pour l'instant il y a que Pascaline, que j'adore d'ailleurs. Et puis qui est passée à ce micro il y a quelques mois. C'est vrai. Ouais, je l'adore et puis d'un point de vue peut-être plus théorique, plus bachotage, mais il faut aussi repasser par là pour avoir des bonnes fondations, c'est sûr. Mais se renseigner sur moi je me suis renseignée sur toute cette mouvance plus américaine du MS, Pascaline et MS, MS, Master of Wine, etc. Ouais. Voilà, ça vous travaille. Ça rumine. Ça rumine, ouais. Ouais, non, c'est super intéressant que vous en parliez. Parce que c'est vrai, c'était une de mes questions, justement. Effectivement, vous avez passé des concours, quand vous étiez encore à l'école. Oui. Vous avez d'ailleurs été lauréate du concours général des métiers. C'est ça. Alors, souvent, en fait, et d'ailleurs, on avait parlé avec Pascaline, on dit que il y a peu de femmes lauréates parce qu'il y a peu de femmes qui en fait, passent tout simplement, se présentent à ces concours. Que ce soit bien sûr le MOF qui est le Graal, mais même les autres concours. Est-ce que c'est votre vision des choses aussi? Comment vous expliquez un peu ce phénomène au fait qu'il y ait si peu de femmes d'un point de vue à un niveau dit professionnel, je suis complètement d'accord avec ce qu'a pu dire Pascaline. C'est vrai que sur le MOF, le meilleur sommet de France, il y a moins de femmes qui se présentent au concours parce que déjà soit elles sont plus actives sur le floor. Parce qu'elles ont fait des choix plus privés, soit elles sont encore dans les salles de restaurant, mais effectivement elles ont aussi des enfants, un mari, un foyer à gérer, donc s'ajouter en plus un concours, c'est pas évident. Ça demande une énorme préparation. Par contre, je trouve que sur les concours d'école, il y a quand même des jeunes femmes là qui ressortent. D'ailleurs, il y en a une qui vient d'être sacrée meilleure apprentie de France sommellerie, qui est une jeune femme de La Rochelle, je crois. Là, c'est très récent, il y a une semaine. Le tout, c'est qu'il faut les garder après. Dans la profession. C'est ça. Donc, le général des métiers, c'était super. Vous, ça vous avez pu, le côté, parce que c'est aussi en fait, ce que disait Pascaline aussi, c'est que peut-être, parfois, les femmes ont moins l'habitude de la compétition. Et donc, c'est aussi pour ça qu'elles sont moins attirées par les concours. Je pense. Et, vous, par contre, c'est une ambiance qui vous avait plu, c'est un état d'esprit. Déjà, c'est mes profs qui m'avaient inscrit. C'est souvent ça, et qui m'avaient dit, toi, ils prennent les meilleurs et ils les toi, tu vas aller au concours. Et je m'étais vite pris au jeu, et puis emploi du temps aménagé pour s'entraîner. Ça, je savais pas. Non, si, c'était comme le sport-études un peu en fait pour les compétitions quoi. J'étais dispensée de sport, et des trucs comme ça m'allait très bien. Ça m'allait très bien. Et puis c'est surtout que le général des métiers, il est arrivé sur ma dernière année, donc l'année du bac. Sauf que le général des métiers, moi, je l'avais préparé de septembre à, je sais plus, mars ou avril. Ce qui fait que le travail était tellement complémentaire par rapport à l'obtention du diplôme, mais en plus d'un niveau bien plus élevé, que je vous avouerai que moi, je suis arrivée au bac un peu les mains dans les poches, parce que j'étais surpréparée. C'était sur un autre niveau, quoi.
j'abordais les choses différemment. Et, c'était un beau souvenir. La remise des prix, je me souviens, c'était à la Sorbonne. Ouais, il y avait mes parents avec les yeux complètement illuminés. Je pense que c'est surtout pour eux aussi que j'ai fait ça. Histoire de leur dire, voyez, bon, j'ai quand même fait quelque chose. Donc, ouais. Ouais, mais non, les femmes, vous savez, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois là d'être jury d'examen pour les mentions complémentaires sommellerie. Il y a des femmes, il y a des jeunes femmes. C'est super de l'entendre. Mais il y en a de plus en plus. Mais faut qu'elles restent. Ouais. C'est ça le truc. Ouais, c'est le sujet. Et donc, pour ce qui vous concerne, les concours, affaire à suivre. On suivra ça attentivement. Ouais, pas demain, mais non, c'est ça. Ouais, ça commence à chatouiller. Ouais. Bon. Et justement, quand on parle de la place des femmes dans le monde de la gastronomie et du vin, est-ce que selon vous, le fait d'être une femme a eu un impact sur votre parcours professionnel ? Est-ce que ce soit considéré comme un avantage ou au contraire un frein, un inconvénient ou pas ? Enfin, comment vous l'avez vécu ? Bien. Je fais pas partie de ces jeunes femmes qui en ont pris plein la tête, qui ont dû se battre. Oui, des fois, il y a des réflexions un peu... Bon. Mais non, plutôt un avantage. D'accord. Avantage parce que, je sais pas, effectivement, déjà, le fait d'être sentir moins en compétition, parce que vous savez, les hommes sont un peu comme ça, voilà, faut être le meilleur, faut avoir le machin, le truc. Je sais pas... Non, je l'ai bien vécu. Je l'ai bien vécu. Moi, ça m'a donné la gagne. Ça m'a donné un peu la rage. C'est vrai que ce stage au Georges V, quand vous arrivez, il y a que des hommes au briefing. Je sais pas, ça m'a donné une espèce de pêche. Bon, après, j'ai jamais eu ma langue dans ma poche non plus. Oui, ça joue aussi. La personnalité, bien sûr. Bien sûr, ça joue. J'ai un fort caractère. Le fait que j'ai toujours eu aussi beaucoup plus de copains que de copines. J'ai toujours eu un environnement très masculin, ce qui fait que, je sais pas si c'est dans mon comportement ou quoi, mais je me sentais pas spécialement fille. Oui. Il y avait pas de... Non. Il y avait pas de différence particulière. Non. Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a beaucoup de femmes dans votre environnement professionnel ? Non. Alors je parle... voilà. Une question, une réponse. Non. Non. Au restaurant, non. Ouais. Après, il y a de plus en plus de femmes qui deviennent agents commerciales. C'est peut-être c'est peut-être le moment où je côtoie le plus de femmes. D'accord. Et dans les vignobles, ou est-ce que vous avez l'impression qu'il y a... Plus en plus de vigneronnes, bien sûr. Plus en plus de vigneronnes. C'est vrai que par contre, on a eu cette discussion il y a quelques jours dans le monde viticole. Les femmes ont encore une vraie place à se faire. Ouais. Puis bon, c'est un travail très manuel, très... Je pense que nous, du haut de nos restaurants un peu poudrés, très pailletés, on s'en sort plutôt mieux qu'elles. Ouais. Où elles ont le physique qui doit rentrer en ligne de compte. Mais oui, des femmes vigneronnes de plus en plus. De plus en plus. Mais non, c'est vrai que dans le quotidien, pas tant que ça. Pas tant que ça, ouais. Pas tant que ça. Et justement, est-ce que vous auriez un conseil à donner à une femme qui souhaiterait devenir sommelière ? Qu'elle garde sa sensibilité féminine, un peu aérienne. Faut pas vouloir devenir un homme. Parce que ça, je l'ai vu. Je m'arrange justement pendant les concours, les jurys et tout ça. Faut pas chercher à se masculiniser. Voilà. Et puis, faut se blinder au niveau du caractère, non pas par rapport à vos confrères ou tout ça, mais des clients. Oui. On n'en parle pas beaucoup, mais en fait, le sexisme peut venir de là aussi. Enfin, en tout cas, aujourd'hui, moi, ça va parce que je vais avoir 30 ans, parce que j'ai pris un peu plus d'épaules, d'assurance dans la salle de restaurant, voilà. Mais quand vous débutez, que vous êtes un moustique, vous avez 20 ans, et que vous avez un homme affirmé, une table de business à gérer, et que vous essayez d'affirmer vos choix, vos convictions, et là, ça peut être difficile. Donc il faut pas rentrer en conflit et tout ça, mais je pense qu'il faut avoir un sacré caractère quand même. Ouais. Pour finir sur ce sujet, est-ce qu'il y a des femmes qui ont particulièrement compté dans votre parcours ? Bon, Adeline, on va encore redire Adeline. C'est bon, elle va être faite pour l'année. Cette fameuse prof, Valérie Le Tournel.
à qui je dois énormément. Elle se doute pas autant, je pense. Hein. De temps en temps, on s'envoie toujours un petit message dès qu'elle voit un article, une interview, un prix, tout ça. J'espère qu'elle écoutera cette interview. Ouais, je lui passerai un petit lien. Valérie, beaucoup compté de sa sensibilité, de sa passion, ça c'est certain. Et puis, Pascaline Pelletier, ouais, quand même. Parce que Pascaline, elle a ce côté décomplexé, une approche différente aussi, hein, un peu plus internationale. Ouais. Elle a cette précision, cet œil de lynx, elle est ciselée, ouais, je l'adore. On s'est côtoyé un peu plus, on s'est vu en tout cas un peu plus sur ces 2 dernières années. Je la connaissais pas vraiment avant. En tout cas personnellement, j'ai toujours un peu suivi ce qu'elle faisait. Mais elle est inspirante, ouais. Ouais, elle est inspirante. Marine, on va passer à la dernière partie de l'interview, le questionnaire Girls in Food, donc des questions pour mieux vous connaître. Ouais, allez-y. Quel est votre dernier coup de cœur food? Donc, ça peut être effectivement quelque chose que vous avez mangé, ça peut être un livre, ça peut être ce que vous voulez dans le domaine de la gastronomie. Une bouteille de vin. Ah, bah bien sûr. Ouais, j'ai la tête. Bah là, il y a un jeune couple de sommeliers parisiens qui va ouvrir une adresse. Ah. Ils ont ouvert d'abord la partie cave, évidemment, en ce moment, début décembre. Et ils ouvriront le restaurant qui sera en face, quand on pourra réouvrir. Ouais. Ça s'appelle Parcelle. D'accord. Bastien Fidelin et sa compagne, 2 fous passionnés. Ça va être un lieu super, c'est rue Chapon dans le 4e, donc c'est vraiment tout à côté de chez moi, c'est facile. Et il m'a fait découvrir un domaine jurassien qui s'appelle Fumay-Châtelain, que je connaissais pas spécialement, déjà entendu, mais donc à Arbois, et j'ai adoré. Là, j'ai des blancs, les rouges, ça fait un mois que j'en ai goûté, je sais pas combien. Donc ça a été un dernier coup de cœur vinique. Ou après il y en a plein, je vous les passe, hein. Il y en a plein. Ouais, la food, beaucoup d'emporter en ce moment. Mais oui. Et s'il y a quand même quelque chose qui vous a particulièrement séduite ces derniers temps dans le chez vos confrères emportés. Je vais vous dire, je suis pas objective, mais chez nous, les raviolis sont dingues. Moi, j'en mange une quantité pas possible. J'en suis complètement tarée. Et puis après, non, j'ai beaucoup aimé l'offre de Jérôme Banquetel à la réserve. Parce que c'est hyper quali, c'est joli, c'est précis, c'est de super rapport qualité-prix, ouais, j'adore. Ok. Ça, ouais. Est-ce qu'il y a un plat qui pourrait résumer votre enfance? Les plats cramés de ma mère. C'est ça le goût de l'enfance. Oh, je sais pas. Enfin, non, mais c'est non, ouais, non, c'est nombre de fois à table où elle essayait ou quoi que ce soit, et elle cramait constamment et on se regardait tous les 4. Et on pouffait de rire sans rien dire jusqu'à ce qu'elle s'énerve et qu'elle me dise mais c'est pas bon, c'est cramé. Non, ça c'était un peu le truc, c'est la private joke entre nous. Ouais. Mais ouais, les galettes bretonnes. C'était un peu le rituel, vous savez, le vendredi soir, soit on les faisait à la maison, soit on allait à la crêperie. Ouais, c'est un peu le truc de l'enfance. Est-ce qu'il y a un plat que vous avez goûté et que vous n'avez jamais oublié? Ouais, c'est dur ça. Ah oui, celle-là n'est pas facile. Ça, c'est hyper dur parce que homard au cacao chez M. Rollinger, ouais, ça m'a scotché. Ouais. Emmanuel Renaud, flocon de sel à Megève. Je me souviens d'un plat dingue qui était une ferra, très fine, très belle, très blanche, avec thé matcha, poudre de thé matcha, chips de céleri, poireaux. En fait, le plat très blanc, très épuré, qui, quand il arrive, vous paraît un peu chiant d'avance. Vous dites... oh, d'accord. Je me relèverai la nuit pour manger ce plat. Extraordinaire dans sa simplicité, sa justesse. Et puis, oui, bon, il y en a eu plein. Il y en a eu tellement. Sous VGE, ma première VGE chez Bocuse, les cèpes chez Marcon. Ah si, bon, je parle beaucoup d'Yamcha évidemment, mais Adeline fait une soupe de homard. Avec un jus de crustacé assez marqué, un peu relevé, et un condiment XO, qui est un condiment cantonais, pimenté. Ça a été la révélation. Ouais, il y a eu
Pareil, Adeline un jour a fait un bœuf caviar sucrine sauté au soja avec une émulsion de pâté de soja fermenté. Enfin ça m'a rendu dingue. Après les plats comme ça dépend avec qui vous êtes. Bien sûr, dépend, ça joue beaucoup. votre humeur, quel est le moment, la saison, de quoi vous avez envie. C'est comme les vins quand on me demande toujours. C'est la question favorite des clients. C'est quoi votre vin préféré? Je suis incapable de dire. Ouais, ça dépend du moment, Mais ouais, il y en a eu quelques-uns quand même, des plats... Ah mais je vois ça. Est-ce qu'il y a un aliment que vous détestez? L'agneau. Enfin, je déteste. C'est pas ce que vous préférez? Non, c'est pas ce que je préfère. Est-ce qu'il y a un produit que vous avez toujours au frigo ou dans votre cuisine, à la maison? Du vin. Dans notre frigo, alors ça dépend. Le frigo avant 2020... un peu désertique. Toujours une plaquette de beurre demi-sel, ça c'est la base quand même. Je l'attendais celle-là. Ouais, c'est la base. La plaquette de beurre demi-sel, ouais, le piment d'Espelette parce que ma moitié est du sud-ouest. Et ouais, du vin. Est-ce qu'il y a vous avez une recette fétiche que vous faites tout le temps à la maison? La recette réconfortante, le doudou. Alors je suis pas une grande cuisinière. Peu importe, ça peut être quelque chose de très simple. La tarte magique. Ah, qu'est-ce que c'est? Alors, la tarte magique, c'est soit la tarte récupération des fonds de frigo, bien assaisonnée, voilà. Donc une tarte salée, non? Ouais, tarte salée, truc un peu... fourre-tout. Fourre-tout, ça c'est la tarte magique. Non, sinon... Ouais, les pâtes à la Fanfan. Ça va faire beaucoup marrer ma tante, mais Fanfan c'est ma tante. Et quand on était gamin, elle nous faisait des pâtes... c'est tout bête, hein. C'est des pâtes avec des saucisses de Francfort, des oignons rouges, de la sauce bolognaise très crémée. Voilà, ça c'est le truc, c'est fédérateur, c'est trop bon, tout le monde aime. Enfin bon, truc bateau. Et quand vous cuisinez, ce qui est un peu plus le cas là de ces derniers mois, qu'est-ce que vous écoutez? Est-ce que il y a de la musique qui passe? Même si j'ai eu un aperçu tout à l'heure, je dévoile un secret, mais de certains goûts musicaux. Est-ce que ça peut être la radio, ça peut être... Non, musique. Ouais. Musique. Alors si je suis toute seule, musique classique, comme ça j'embête personne, parce que c'est pas au goût de tout le monde. Et quand je cuisine et qu'il y a du monde, je sais pas, je peux écouter vraiment de tout. Et pendant la mise en place au resto Mise en place au resto, alors je vais pas vous dire parce que les goûts sont les goûts sont très éclectiques au restaurant. On a les branchés de rap, on a Adeline et moi on est très Balavoine, et voilà, à l'ancienne, Bowie et tout. Il y en a qui sont très hip-hop, très électro, mais c'est vrai que Adeline le disait, hein, la musique au Yamcha maintenant c'est devenu primordial. Ouais. Moi très musique classique, influence des années de danse. C'est ça, de la danse, ouais. Oui, énormément. Alors une autre question qui va pas être facile peut-être, le resto de votre vie. Oh, il y en a eu quelques-uns, mais le resto préféré? Ouais, de tous les temps. S'il n'en restait qu'un. Bon, on sort du Yamcha, évidemment. C'est trop facile. Le resto de tous les temps. Bon, j'adore la cuisine d'Emmanuel Renaud à Megève. Ouais. Flocon de sel. J'ai eu la chance d'y aller 3 fois maintenant. 4 fois. Ouais. D'accord. Ouais, ça, c'est une cuisine que j'adore. J'adhère toujours. Le cadre, la générosité du chef. Et c'est marrant, à chaque fois que je sors de chez lui, il y a au moins 1 ou 2 plats où je me suis dit waouh. Ouais. Vous me donnez très envie d'y aller. Ah, vous avez jamais été? Non. Ah non, mais c'est formidable. C'est formidable. C'est vraiment un restaurant, bon, l'Astrance évidemment. D'ailleurs, on a tellement hâte qu'il roule. J'aime beaucoup. Je disais tout à l'heure à emporter, mais j'ai eu la chance de manger 3 fois la cuisine de Monsieur Banquetel à la réserve. Ouais. Fou de précision, Bon, après, il y en a tellement. Faire une liste de 10, déjà, ça serait très dur, quoi. Très dur. Et est-ce qu'il y a un restaurant qui vous fait rêver? Vous aimeriez beaucoup aller? Alors, il y a une liste sur le frigo. non, mais c'est vrai. Il y a une liste. Il y a une liste.
c'est vrai que ça fait 10 ans qu'on va beaucoup au restaurant, on a toujours au moins 2-3 grosses tables de prévues, vous savez, c'est un peu les objectifs dans l'année. Donc il y en a eu déjà quand même pas mal d'écumées, mais Alinea, Chicago, Greta Schatz, pour l'expérience, pour le côté complètement barré du mec. Ça m'interpelle. Faviken, Magnus Nilsson. Oui, Ah ouais, quel regret. Enfin, ça, peut-être qu'il réouvrira un restaurant. Restons optimistes. Par ce côté sauvage, je sais pas, ça m'a toujours. Et puis Elseler, Can-Roca, évidemment, encore faut-il avoir une table. Chez Can-Roca, c'est un autre combat. C'est un autre sujet. Mais oui, Can-Roca, cette cohésion de 3 frères, chacun tellement précis, cohérent dans leur spécialité. Affaire à suivre. Marine, dernière question de cette interview. Quelle femme souhaiteriez-vous entendre dans un prochain épisode ? À qui est-ce que vous passeriez le relais ? À une femme du vin que je trouve puissante. C'est Maggie, c'est la présidente de la maison Krug. Ah oui. Qui a un parcours complètement dingue, très atypique. Ouais. Elle aussi dans la force de la nature, son approche. Elle, j'aimerais bien l'entendre davantage sur sa vie. Même si j'ai déjà eu un très beau moment avec elle et j'ai compris 2-3 trucs, j'aimerais bien. Je prends bonne note. Un grand merci Marine Delaporte. Mais de rien. À très bientôt. À bientôt. Un grand merci à Marine Delaporte pour sa participation à Girls in Food. Si ce podcast vous plaît et que vous souhaitez le partager avec le plus grand nombre, rien de plus simple, mettez-lui 5 étoiles et laissez un commentaire dans l'appli Apple Podcast. J'attends vos réactions sur Instagram, ainsi que vos suggestions d'invités. À bientôt pour une nouvelle interview de femmes inspirantes.